Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Lomé et Ankara se rapprochent davantage pour le raffermissement de leur coopération économique. Le Togo a vanté ses atouts à son partenaire ce mardi à travers une rencontre dénommée le Togo Day. À découvrir dans ce journal. Et puis en ce début d'année, les communes du Togo élaborent leur budget de fonctionnement. Ce matin, tous ces budgets exercice 2023 étaient en étude avant d'être soumis à la validation du ministère de l'administration territoriale. Voilà donc pour les titres. Lomé veut raffermir sa relation économique, renforcer sa relation économique donc avec Ankara. Le pays, à travers le ministère de la promotion de l'investissement, a, à travers un webinaire ce matin, invité la Turquie à investir davantage au Togo. Un Togo Day, jour du Togo en français, opportunité pour le pays de présenter les différents secteurs d'investissement pour l'atteinte de ses objectifs de développement. Les précisions dans ce reportage signé Abidé Niazibé. C'est un webinaire, début d'un long et solide partenariat entre le Togo et la Turquie. Un Togo Day, date attendue pour présenter aux opérateurs économiques de la Turquie les opportunités d'affaires commerciales que regorge le pays. Ici, tout est présenté minutieusement. Chaque secteur, tel un livre de Pandore, s'ouvre à la Turquie. La séduction est au point. Le Togo joue toute sa carte. Nous misons sur le coton togolais, nous misons sur cette infrastructure de qualité, la plateforme industrielle d'Adetikop que nous avons également, pour amener les entreprises turques à s'installer au Togo, profiter de la main-d'œuvre de qualité qui est disponible, la ressource coton qui est disponible. Il y a également tout ce qui est secteur lié à la transformation agro-industrielle. Il y a l'agropole de Kara où au Togo on produit le soja, le sésame, le riz, le maïs. Donc de pouvoir attirer ces industriels s'implanter au Togo à côté de ces matières premières que nos agriculteurs produisent fièrement, les transformer pour la création de valeur ajoutée et après de pouvoir les exporter ces biens vers d'autres destinations. Le Togo veut augmenter les flux d'investissements directs étrangers en provenance de la Turquie. Et la cible semble être conquise. La Turquie, à travers le Conseil des relations économiques extérieures, le DEIC, a signé un mémorandum d'entente avec le patronat togolais qui veulent créer un cadre qui va pouvoir amener les entreprises togolaises à collaborer avec les entreprises de la Turquie pour réaliser des projets au Togo. Depuis près de 2 ans, les deux pays œuvrent dans une volonté commune au renforcement de leurs relations politiques et économiques. Et c'est à juste titre que le Togo rassure la Turquie et l'exhorte à faire le pas. En 2020, le Togo a atteint un volume d'échange commercial de 83 milliards de francs CFA avec la Turquie et les importations togolaises en provenance de la Turquie ont connu une croissance de plus de 70% entre 2015 et 2019. Les investissements attendus du secteur privé dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025 sont estimés à plus de 2 milliards d'US dollars. Chers partenaires de la Turquie, il s'agit d'occasions d'affaires que vous devez saisir en partenariat avec notre secteur privé national et vous êtes les bienvenus au Togo. Le souhait pour le ministère de la promotion de l'investissement est que ce webinaire soit le début d'une série d'actions communes fructueuses entre les secteurs privés des deux pays. Et le secteur privé et la société civile du Togo, justement, ont débattu du budget de l'État, exercice 2023. Un sujet donc d'échange ce mardi. Et la réunion est organisée par le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réforme et de programmes financiers. Objectif, permettre aux différentes parties prenantes de mieux maîtriser le budget de l'État de cette année, et ceci pour renforcer davantage le contrôle citoyen de l'action publique. Le compte rendu avec Ekoui Salah.
Dans le cadre des réformes relatives à la transparence budgétaire, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé une réunion de partage d'informations sur le budget de l'État exercice 2023 avec les organisations de la société civile et le secteur privé le 30 décembre 2022. Cette réunion présidée au nom du ministre de l'Économie et des Finances par le secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers, Kobie Tchasso Akaya, actuellement secrétaire général du dit ministère, intervient après le vote du dit budget par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2022. Elle contribue à l'objectif de renforcer davantage le contrôle citoyen de l'action publique et à l'accessibilité du budget au secteur privé, aux organisations de la société civile et à l'ensemble de la population. Il convient de signaler qu'en prélude au vote de la loi des finances 2023, les services techniques du ministère de l'Économie et des Finances, notamment ceux de l'Office togolais des recettes et de l'unité de politique fiscale, ont initié des rencontres avec les représentants du secteur privé dont l'objectif est d'apporter des réponses aux problématiques posées par ces derniers et préparer de façon concertée la loi de finances 2023. À la suite de ces rencontres, les représentants du secteur privé ont été reçus par le ministre de l'Économie et des Finances le 23 décembre 2022. Concernant la réunion du 30 décembre 2022, elle a été marquée par une présentation du budget de l'État exercice 2023 en mettant en exergue le contexte économique national, régional et international, les priorités et les choix stratégiques qui ont soutenu son élaboration. Cette présentation a pris également en compte les grandes masses de ce budget, notamment les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires et les différents soldes significatifs. Les inscriptions spécifiques opérées au profit des différents secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité, la police de proximité, l'énergie, le transport routier, aéroportuaire et portuaire ont été mises en exergue. Un accent particulier a été mis sur les dépenses relatives à la défense dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, les mesures prises pour renforcer davantage la lutte contre le phénomène de vie chère ont été ressorties. Les progrès du gouvernement relatifs aux dépenses sociales qui représentent pratiquement la moitié du budget de l'État exercice 2023, soit 49,3%, ont été démontrés. Cette deuxième édition de présentation du budget de l'État a suscité l'intérêt des organisations de la société civile et du secteur privé. Ces derniers ont tout d'abord félicité le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances et salué les efforts importants qu'il a engagés au profit des populations dites vulnérables, malgré le contexte actuel de son impact sur l'économie nationale. Cette présentation a été suivie par les échanges entre les représentants du ministère de l'Économie et des Finances, les organisations de la société civile et le secteur privé. Ces échanges ont porté sur les questions suivantes. Les réformes en cours, notamment la budgétisation sensible au genre, ainsi que le niveau de mise en œuvre du budget programme. Les actions de renforcement de la participation du citoyen au processus budgétaire, l'implication des organisations de la société civile aux programmes et projets de développement et l'appui institutionnel, les subventions aux projets pétroliers, la place de la cohésion sociale et du dialogue citoyen dans la planification budgétaire 2023 et les actions en cours pour la mobilisation des ressources de la diaspora. Les propositions et suggestions ont été formulées à l'endroit du gouvernement dans le but de renforcer davantage l'inclusivité dans la gestion publique et d'accompagner les organisations de la société civile dans leurs activités afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement inclusif de notre pays. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a remercié les organisations de la société civile et le secteur privé pour leur participation et leur engagement à œuvrer pour l'avancement de l'action publique. Les services du ministère de l'Économie et des Finances ont réaffirmé leur disponibilité à poursuivre les échanges avec ces acteurs sur les initiatives et actions de développement que traduit le budget de l'État exercice 2023 en vue de leur permettre de poursuivre leur rôle d'information et de sensibilisation de la population.
Ouverture à Thiévier ce mardi de l'étude des projets de budget primitif exercice 2023 des communes du Togo. C'est une étude qui est une étape cruciale avant la validation par le ministère de l'administration territoriale. Ces projets de budget doivent être conformes aux aspirations du gouvernement et réalistes en vue de leur bonne exécution au bénéfice des administrés. Le compte rendu avec Ramdan Bassina de retour de Thiévier. L'élaboration d'un budget communal est un exercice de prévision de l'ensemble des ressources et des charges des collectivités territoriales. Au Togo, c'est la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales du 13 mars 2017 et ses textes rectificatifs qui régissent cet exercice. Pour veiller au respect des principes budgétaires et la cohérence entre prévisions et besoins réels des citoyens, une commission interministérielle existe. Pendant une semaine, elle va passer au crible les projets de budget primitif exercice 2023 des 117 communes du Togo. Cette commission est composée des hauts cadres du ministère de l'économie et des finances et les hauts cadres également du ministère de l'administration territoriale, sans oublier le ministère délégué chargé du développement des territoires. Lorsque une dépense obligatoire n'est pas prévue au budget d'une collectivité territoriale, ou lorsque cette dépense est prévue en moins, la loi donne cette possibilité à l'autorité de tutelle de régler la situation. C'est de la même façon lorsque le budget n'est pas voté en équilibre. Après ces ajustements, l'autorité demande au Conseil de revoter à nouveau le budget pour que le budget soit équilibré. Les communes vont devoir présenter des budgets primitifs réalistes et conformes aux orientations du gouvernement. Il va falloir convaincre l'autorité de tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires met particulièrement l'accent sur l'élaboration de cet outil technique de développement des collectivités territoriales. Respecter l'exécution de ce document technique est un impératif. Je voudrais vous convier à une attention particulière et à une ouverture d'esprit afin que les conclusions soient réalistes, ce qui va permettre au ministre d'État de se prononcer dans les délais requis favorablement à l'exécution des budgets primitifs exercice 2023. La GIZ, à travers le programme Bonne Gouvernance et Décentralisation, soutient le Togo dans cette démarche. Le ministère en charge du développement des territoires va en cet exercice la boussole des communes. Incendies, inondations, vents violents sont entre autres phénomènes de catastrophes qu'ont vécu certains de nos concitoyens dans plusieurs localités du pays l'année dernière. Et la plupart de ces victimes, certaines ont pu se relever quand même de ces situations graves. Et ceci grâce à divers appuis de l'Agence nationale d'appui à la protection civile, ANPC. Et un petit rappel ce soir de ces différents appuis dans ce dossier réalisé par Dodo Waré. Ils étaient tous sans voix devant le catastrophe. Le propriétaire, un exploitant agricole, est à l'hôpital, traumatisé par cet incendie. Témoin de la scène d'horreur, Dibong, un des riverains. Nous sommes à Nanergou, dans la région des Savanes. C'était autour de 2 heures moins. Quand je suis sorti, j'ai vu que c'est la flamme. J'ai interpellé aux femmes de prendre de l'eau et nous sommes arrivés. Au moment qu'on verse de l'eau, la flamme s'aggravait encore de plus. Et ça a pris toute la maison. Mil, soja, haricots, tout est brûlé. Les bétails, rien ne reste. Les volailles, on n'en parle plus. Bien avant de venir au secours du sinistre, Dibong a alerté les autorités locales. Ils sont arrivés, mais l'incendie avait déjà tout ravagé. Nous avons vu tout ce qu'il a produit pour cette campagne, tout est parti en fumée. Nous pouvons dire tout de suite que ce paysan, il ne lui reste plus rien. Également présent sur le lieu du drame, l'Agence nationale de la protection civile. Rapidement, on évalue le niveau du choc avant de définir les éventuels appuis à la victime. Nous sommes venus pour d'abord constater
Ensuite, faire une évaluation rapide de ce qui est arrivé et rendre compte pour finir. À Guérenkuka, dans la préfecture de Dangpeng, nous avons rencontré Zinabou. Ces cicatrices, elle les a eues en une seule nuit. Cette nuit où elle se battait contre les flammes pour vivre. Un grand incendie duquel elle a été sauvée. Quand le feu a commencé par brûler, j'étais vraiment paniquée. C'est là que j'ai cherché à me défendre. Et il faut dire que c'était un grand feu. Je courais pour sortir dans la maison et c'est là que je me suis fait brûler par les membres. Il lui a fallu des appuis financiers, matériels et psychologiques de l'ANPC pour reconstruire tout ce qu'elle a perdu dans l'incendie. Tout d'abord, le jury J, ils sont arrivés, ils nous ont aidés à éteindre le feu avec l'aide de la population qui sont venus à notre secours. Et après ça, ils ont évalué les dégâts. Et ensuite, ils sont venus nous apporter assistance morale pour nous réconforter. Et ils nous ont assistés aussi en nous donnant une enveloppe qui vraiment m'a aidé, moi particulièrement, dans mes soins. Le gouvernement a eu raison de mettre en place l'Agence nationale de protection civile, ANPC. 5 ans déjà, qu'elle travaille nuit et jour pour sauver la population des situations de catastrophe. Il n'y a pas que l'ANPC qui vole au secours des sinistrés. L'Agence nationale de la solidarité également apporte son soutien aux concitoyens donc victimes de ces différentes catastrophes naturelles. Et ce mardi, donc, des dons ont été remis justement aux victimes d'inondations et d'incendies dans les préfectures du Golfe et d'Agué-Nivé. Le compte rendu de la remise avec Edwige Atakpa Bassabi et Sandra Adiabi. Des vivres et non-vivres offerts par le ministère de l'Action sociale aux victimes des catastrophes survenues au cours du dernier trimestre de l'année 2022. C'est l'Agence nationale de solidarité qui a commencé ce mardi la distribution de ces dons aux 3000 ménages concernés dans le Grand Lomé. Chaque année, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, met à la disposition de Madame la Ministre de l'Action sociale des dons en vivres et non-vivres pour les populations victimes de catastrophes. Nous avons profité de cette occasion pour les exhorter encore à faire tout ce qui est de leur possible pour préserver ces genres de situations. Ne pas construire dans les zones inondables, ne pas couper les arbres. Et si l'occasion leur permet même de planter des arbres. Les bénéficiaires sont reconnaissants et ont su choisir les mots pour exprimer leur gratitude aux donateurs. Je remercie tous ceux qui ont participé à nous faire ce geste humanitaire. Nous allons prendre des précautions nécessaires pour ne pas être victimes de cas pareils. Les responsables locaux ont exhorté tout un chacun à jouer sa partition en vue de réduire les risques de catastrophes sur le territoire. Un bloc opératoire vient d'être inauguré à Ayomé dans la préfecture d'Amou. Le bloc est équipé de matériel pour la prise en charge des différentes pathologies et son inauguration donne ainsi le temps à son opérationnalisation et ceci pour réduire les peines des populations. Le compte rendu avec Silver Abdou. Un bloc opératoire pour réduire la souffrance des patients qui souvent sont dirigés vers le CHR à Tapamé pour toute opération chirurgicale. Le bloc est implanté ici à Ayomé dans l'Amou et c'est son inauguration qui est ici observée pour une prise en charge efficace et efficiente des patients. Le bloc opératoire, il a 3 salles. Une petite salle qui est juste à côté, qu'on va faire les petits pansements, changement de pansement, des révisions des plaies. Après, il y a 2 grandes salles. Celui-là, on va faire la chirurgie viscérale, thoracique, urologique et gynécologique. Et la salle en bas, on va faire la traumato et orthopédique. Donc, on a 3 salles qui sont prêtes pour être utilisées. Les pathologies chirurgicales ne peuvent en aucun cas se traiter par médicaments. Il faut toujours un geste, un coup de bistouri pour satisfaire le malade. Et c'est la raison pour laquelle ce bloc est mis en place pour limiter
l'évacuation et sauver en temps opportun les cas d'urgence chirurgicaux. Dans chaque salle, des équipements de pointe pour assurer un service de qualité aux patients souffrant de toute pathologie liée à la chirurgie. Le cas par exemple de cette machine d'anesthésie installée dans chaque salle d'opération pour un meilleur suivi des patients. Ces machines vont prendre en cas toute la chirurgie où il y a besoin d'une anesthésie générale. Alors ça peut être des opérations à l'abdomen, quand il faut ouvrir complètement l'abdomen. Ça peut être des cas au niveau du cou, de l'ORL, de la chirurgie aussi au niveau du thorax et tout ça. L'implantation du bloc émane d'un promoteur, le Père Valentin. Il est soutenu par ses partenaires suisses, également professionnels de santé. Un d'entre eux explique les différents types de pathologies à prendre en charge. On va faire surtout les hernies, les occlusions intestinales, les césariennes, les problèmes avec les reins, avec l'estomac. En bas, surtout, on va faire les fractures du poignet, fracture du bras, fracture du fémur ou les prothèses de hanche ou prothèses de genou. Et dans la petite salle, on va faire les changements de pansement, les gros plaies qu'il faut suturer, qu'il faut débrider. Des explications ont été fournies aux autorités locales du milieu en ce qui concerne le fonctionnement des machines pour s'assurer de leur performance. C'est quand même du matériel de grande qualité. Nous avons vu tout à l'heure la présentation qui a été faite. Et je crois qu'une structure comme celle-là est vraiment à saluer. L'idée, c'est d'être aux côtés du gouvernement et surtout soutenir la vision pragmatique du chef de l'État, celle de garantir une meilleure santé aux populations visant à assurer leur bien-être social. Un bloc opératoire donc au sein de l'hôpital Notre-Dame d'Ayomé. Et cet hôpital justement est créé en 2009, depuis 2009, avec pour objectif d'accompagner les populations, surtout d'Amou, dans la prise en charge de leurs besoins sanitaires. Il est constitué de départements, notamment la médecine générale, le laboratoire, la maternité, la pharmacie et aujourd'hui un bloc opératoire. Comment fonctionnent alors ces différents départements et quels services offrent-ils? À la découverte de l'hôpital Notre-Dame d'Ayomé, c'est un dossier de Silver Abdou. Parmi les 23 formations sanitaires du district d'Amou, figure en bonne place l'hôpital Notre-Dame d'Ayomé. Cet hôpital est implanté depuis 2009 et est alimenté par des panneaux solaires installés au pied de cette montagne. Un hôpital avec plusieurs départements, dont la médecine générale qui prend en charge certains cas de maladie. Nous recevons tous les cas, que ce soit des simples cas de paludisme aux pathologies comme l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux. Nous en recevons tous les cas. Nous avons 2 postes de consultation, moi-même et puis mon assistant, c'est nous 2 qui consultons. Et quand le patient vient, il s'adresse à l'un des 2 et nous le recevons, nous l'examinons, nous posons un diagnostic, nous demandons éventuellement des examens et après nous lui proposons un traitement. L'hôpital a également à son sein un laboratoire pour aider les patients à effectuer des analyses sur place visant à détecter le type de pathologie dont ils souffrent. Nous recevons tous les malades ici et nous leur faisons les analyses dont ils ont besoin. Nous aspirons toujours à faire grandir le laboratoire. Au moment où moi je suis arrivé ici, ce n'était pas ça, mais au fur et à mesure que les années passent, les dirigeants de l'hôpital font tout pour rehausser le niveau du laboratoire. Et c'est dans ce optique que nous voulons rester. Nous allons regarder le cap jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau qu'on souhaite. Outre le laboratoire et la médecine générale, la maternité qui, elle, s'occupe de la prise en charge des femmes enceintes pour la consultation prénatale et les accouchements. Ici, nous recevons les femmes pour la consultation prénatale, pour la PTME, pour les cas de VIH. Et après l'accouchement aussi, nous faisons la CPC pour la pesée des enfants. Aujourd'hui, le plateau technique est renforcé, ceci à travers l'implantation du bloc opératoire,
un acquis pour améliorer la prestation de l'hôpital et offrir une meilleure prise en charge aux patients. En 2009, quand l'hôpital a été créé, il n'y avait pas de bloc. Il y avait quand même, ça fonctionnait, il y avait beaucoup d'évacuations, des cas chirurgicaux vers l'hôpital d'Atapamé. Donc les promoteurs ont jugé bon d'aider plus la population en leur offrant un bloc opératoire. Cet engagement des promoteurs vise à équiper l'hôpital des outils performants pour faire de cette formation sanitaire une référence dans la préfecture d'Amou. Et santé toujours, il a été signalé dans un récent communiqué du ministère en charge de la santé des cas de méningite dans la région des Savanes, plus précisément dans le district de Loti Sud. Si des investigations sont en cours pour la recherche d'éventuels cas dans la communauté en vue de leur prise en charge précoce, la rédaction de la télévision togolaise s'est intéressée au sujet en question. Ceci pour amener la population à mieux comprendre ce qu'est la méningite, ses causes et comment s'en prévenir. C'est un dossier réalisé ce soir par Sandra Aziabi. Des cas de méningite enregistrés ces derniers jours dans le nord du Togo. La méningite est une inflammation des méninges, les enveloppes qui tapissent et protègent le cerveau et la moelle épinière. La maladie est contagieuse et se propage rapidement. La poussière en cette saison sèche est principalement incriminée. Cette poussière-là fragilise les muqueuses des voies respiratoires. Quand il y a un microbe qui arrive, eh bien, c'est celui qui laisse passer ce microbe-là. Il faut dire que essentiellement, ce sont les causes infectieuses qui sont prépondérantes. Parmi ces infections-là, c'est surtout les infections bactériennes. Le pouvoir de contagion est très grand quand il s'agit de bactéries. Et ces méningites infectieuses aussi ont un potentiel épidémique. Les manifestations sont essentiellement la fièvre brutale, les vomissements, les maux de tête, la peur de la lumière. Mais il faut dire qu'il y a un signe qui est caractéristique vraiment de la méningite que nous rappelons ici, c'est la raideur de la nuque. C'est une maladie grave qui n'épargne aucune tranche d'âge du nourrisson au vieillard. Les complications, c'est surtout les troubles neurologiques, les confusions, le coma. Et cette maladie aussi peut entraîner le décès. Quelqu'un qui parlait déjà correctement peut perdre le langage suite à la méningite. Peut être sourd ou en tout cas malentendant. On peut avoir aussi des retards de développement chez les enfants, de développement mental. Chez le petit, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir une raideur de la nuque, mais quand déjà les petits signes commencent, il faut déjà réagir. Dans les formations sanitaires, le traitement de la méningite se fait en fonction de sa cause. Les dispositions sont actuellement prises par l'État pour un dépistage précoce aux fins de rendre la prise en charge plus efficace. Ce sont les antibiotiques qui sont utilisés. Ce traitement existe et dans toutes les formations sanitaires, les agents de santé sont formés à cela. Comme chaque année, nous savons que nous sommes dans une période à risque. Donc, les dispositions ont déjà été prises. Nous sommes habilités donc, à pouvoir confirmer les cas de méningite. Les réactifs sont disponibles, donc nous sommes équipés pour pouvoir faire cette prise en charge-là. Nous avons renforcé justement le stock de médicaments pour pouvoir prendre en charge donc, les patients qui arrivent. Donc, je vais insister sur la vaccination. Il y a le programme élargi de vaccination qui est disponible gratuitement à tous les enfants donc, de moins de 2 ans. La vaccination reste la meilleure arme de prévention. Il est conseillé d'éviter les milieux poussiéreux ou alors de porter un masque. Plus généralement, éviter la promiscuité et respecter les règles d'hygiène. Hors du Togo, hier lundi, donc chaque troisième lundi du mois de janvier, les États-Unis honorent la mémoire du docteur Martin Luther King. Et c'était donc le cas hier. Une occasion de célébrer donc la vie de celui qui aura œuvré pour la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés à Washington devant le mémorial dédié à Martin Luther King. Chaque année, le troisième lundi du mois de janvier est une journée de fête en l'honneur du leader de la lutte pour les droits civiques.
L'occasion pour toutes les personnes réunies dans la capitale américaine de prier ensemble et de continuer à porter les combats de Martin Luther King. Le président Joe Biden a lui aussi rendu hommage au prix Nobel de la paix de 1964. L'heure est au choix. Choisirons-nous la démocratie plutôt que l'autocratie, la communauté plutôt que le chaos, l'amour plutôt que la haine? Ce sont les questions de notre temps et je me suis présenté à la présidence pour essayer d'y répondre. La vie et l'héritage du Dr King, à mon avis, nous montrent la voie à suivre. Nous devons regarder en arrière. Nous devons être prêts. L'avenue Martin Luther King à Washington, passage obligé de la traditionnelle parade, a vu défiler des milliers d'Américains. Plus de 120 organisations s'étaient inscrites pour y participer, un record depuis le début de la pandémie de Covid-19. Retour en page nationale avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il est porté à la connaissance des candidats admis au concours de recrutement des fonctionnaires de police session de décembre 2021, restant qu'une deuxième vague de 1000 recrues est convoquée au Centre national d'instruction CNI des forces armées togolaises à Kara pour le 25 janvier 2023 pour la formation militaire de base. La liste des intéressés sera publiée dans le quotidien national Togo Presse du vendredi 20 janvier 2023. Toute recrue absente à cette date au CNI sera considérée comme démissionnaire. La convocation de la dernière vague fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Et ceci est un communiqué donc du ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. Du 14 au 19 février prochain se tiendra à Lomé la 10e édition du festival de mode FIMO 228 et cette fois-ci donc il s'agit de Togo comme FIMO 228 et la mode s'engage pour la protection de l'environnement. C'est le thème retenu pour cette 10e édition. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta Iyata Aratem. Togo comme FIMO 228 réinvente le mannequinat. Pour le casting de la 10e édition, plus de 500 mannequins professionnels pour seulement une cinquantaine de places disponibles. Tous les candidats ont rivalisé d'ardeur, mais les critères ont prévalu. Les critères sont un petit peu particuliers parce que on est sur un événement international. Et on doit rechercher par rapport aux créateurs qui nous demandent, qui ont des demandes, on doit rechercher plusieurs types de profils, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. J'ai vu pas mal de jeunes qui sont fins, longs, etc., avec un profil un peu androgyne. On ne peut pas sélectionner tous, on est obligé d'en sélectionner certains, parce que ça va correspondre à certains types de vêtements. Et donc voilà, donc la morphologie était importante. Et puis on a un problème. Là, nous sommes à la 10e édition et comme tous les ans, pour le Togocom FIMO, on fait toujours un casting histoire de choisir les meilleurs mannequins qui vont défiler sur le podium, ces meilleurs mannequins qui vont en fait mettre en valeur les créations des différents créateurs et qui seront sur cette édition. En tant que mannequin déjà, il faut savoir défiler, il faut savoir présenter une collection, une tenue d'un créateur de mode. Il faut avoir la forme, il faut avoir la démarche, il faut avoir le petit truc là que les créateurs recherchent tout le temps pour les défilés de mode et également avoir le style sur... La 10e édition de Togo comme FIMO 228 en vue, c'est également un rendez-vous des férus de la mode d'ici et d'ailleurs. Une vingtaine de pays y prendront part. Un véritable moment de partage d'expériences entre acteurs de la mode. Là, je suis très contente d'être sélectionnée, être déterminée, avoir confiance en moi. Et après, ça peut aller. C'est pas facile de passer parmi tant de mannequins. Donc je pense que c'est vraiment une réelle joie pour moi de faire partie des présélectionnés. Je compte faire confiance en moi-même, faire confiance au peu d'expérience que j'ai et faire confiance en Dieu. Togo comme FIMO 228, c'est depuis 2014. L'événement regroupe chaque année les grands designers, mannequins et autres acteurs de la mode africaine. Le rendez-vous est pris pour février prochain, du 14 au 19 à Lomé.
Rendez-vous bien noté. Et avant donc le générique de fin, sachez que la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue ce 17 janvier 2023 aux environs de 12 heures sur le réseau électrique de la CET, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.